Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Décrypte. C'est à peu près la mi-saison, parce que techniquement on n'est pas encore à la 19e journée de Ligue 1, mais c'est la trêve pour la Coupe du Monde. Après, ça enchaînera jusqu'au bout, donc c'est l'heure du bilan pour le PSG avec nos tops et flops de ces premiers mois parisiens. Pour ça, je suis avec notamment Laouni, on n'a toujours pas de surnom, ça viendra, on trouvera, mais est-ce que tout va bien ? Ça va impeccable, salut Nico, tout va bien, salut Arthur, les abonnés, l'équipe Paris Fan, tout va bien, je vous remercie. Voilà, c'est l'essentiel, tout va bien. Le surnom pas encore, je suis désolé, mais bon, il y a bien un moment tu feras une bêtise, quelque chose, ça viendra. Arthur, il a obtenu ses surnoms, c'était pas avec des bêtises, il a eu le maître des statistiques notamment, mais aussi et surtout l'inépuisable, il est là tout le temps, il dort 1 heure par jour et encore, même en dormant, il travaille. Est-ce que ça va ? Salut à tous les deux, bah écoute, ouais, ça va, top et flop, bilan, 1 mois et demi sur PSG à peu près, ça fait mal. Voilà, ça fait mal, on souffre, mais avant de souffrir, on va rester plongé dans ce PSG avant de se tourner pleinement vers la Coupe du Monde, parce qu'on fera des vidéos aussi pour la Coupe du Monde, des focus sur les joueurs du PSG. Avant ça, ce petit bilan, et avant de le démarrer, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo, et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de rien manquer de tout ce qu'on fait. C'est parti pour ce bilan, on commence je pense sur du positif parce que ça fait plaisir, du top, j'avoue je me lance en ce moment, je suis comme ça, je suis mal poli, je suis fatigué, ça m'arrive, c'est mon premier top parce que voilà, je sais pas encore ce que vous avez au programme, mais j'ai pris moi le côté le plus global, comme ça on partira du global vers peut-être du individuel. Tout simplement, première chose qui me vient à l'esprit, c'est que c'est beaucoup mieux que la saison passée, et ça fait déjà du bien. Alors on a l'habitude des médias qui envoient certaines critiques, de certains qui sont jamais contents, il nous manque certaines choses. Certes, c'est pas tout parfait, j'aurais aimé qu'on soit plus efficace parfois, qu'on soit plus solide sur les centres par moment, mais globalement, après un an et demi, voire 2 ans de galère du côté du PSG, même une saison de passée très très compliquée, bah là on a retrouvé du jeu, on a retrouvé des sourires sur le terrain, des buts, du spectacle, des victoires, toujours invaincus. Donc voilà, moi tout simplement, le PSG va mieux, j'ai l'impression que tactiquement il se passe vraiment des choses, on a différentes options qui sont plutôt intéressantes, on a fini de mettre Messi ailier droit isolé tout seul. Donc voilà, moi c'est le premier bilan, c'est que je suis content et ça me fait du bien. Bah, complètement d'accord avec ça, mais bon, en même temps, c'est une évidence, hein, l'année dernière il y avait Pochettino, du coup forcément ça aide pas, puisque quand même c'était une saison quand même très compliquée, que ce soit dans le jeu, dans les résultats, bon, voilà, mais ça fait partie des années de transition, et Galtier, bah, il a bien pris la mesure du PSG pour l'instant, avec, comme tu l'as dit, des petites erreurs encore, notamment bah, sur les centres, quelques buts encaissés, même si pour moi c'est pas dramatique, on y reviendra plus tard peut-être. Je trouve que l'attaque elle est très très forte. Elle a réussi quand même de très bons matchs. Après que tous les matchs soient pas parfaits, ça paraît logique, hein. Aucune équipe ne réussit à faire des gros matchs à chaque fois. Donc ouais, j'aime bien l'état d'esprit. J'aime bien avec l'arrivée par exemple d'un joueur comme Vitinha, 22 ans, tu vois, c'est jeune et ça amène quelque chose. Les recrues qui euh, qui réussissent quand même à marquer, à exister un tout petit peu, mais on en reviendra peut-être plus dans les flops après. Ouais, je trouve que la dynamique, elle est assez intéressante, et je pense faut féliciter aussi Galtier pour ça. Il a amené quelque chose, il a le lien avec les joueurs, il tente des choses tactiquement alors qu'on sait que c'était pas l'entraîneur réputé, on va dire, pour faire des systèmes offensifs, etc. Donc, il teste des choses, il s'éclate, et je trouve que avec nous, bah, il nous emmène, donc c'est bien cool. Bon, pareil, vous avez tous les deux bien résumé, une bonne première partie de saison de la part du Paris Saint-Germain, 15 journées, 13 victoires, 2 nuls, 0 défaite, donc voilà, 41 buts marqués, 40, voilà, je pense que le PSG, on va plus les attendre sur la deuxième partie de saison avec la Ligue des Champions, le retour des joueurs par rapport au Mondial, etc. Donc on va pas leur taper sur les doigts. En plus, Galtier, il a eu quelques petits bourbiers médiatiques où il a réussi à sortir à chaque fois de ça avec un petit salto. Donc pas de crise, rien du tout. Tout a été bien géré dans l'ensemble. Pas de défaite en Ligue 1. En Ligue des Champions, on aurait pu faire mieux avec cette première place qui nous passe sous le nez à la fin de la journée. Mais sinon, globalement, bonne première Ouais, c'est partie de peut-être saison. le mini flop si on doit mélanger top et flop, mais en restant sur l'aspect collectif, c'est la deuxième place en Ligue des Champions, mais j'en fais pas un grand flop, j'explique directement, c'est parce que pour moi c'est pas une deuxième place où le PSG voilà, rate sa phase de poule, se qualifie in extremis. Ça passe bien, il n'y a pas les victoires contre Benfica, elles manquent, ça fait partie des matchs, voilà, c'était pas parfait, mais en même temps, le PSG est deuxième avec 14 points, j'arrive pas à en faire un flop, voilà, parce qu'il y a pas mal de groupes où 14 points, bah, c'est la première place.
Donc voilà, le petit point là-dessus, c'est que pour moi, oui, c'est la déception, j'en fais pas un flop. Après, ce qui est compliqué avec cette histoire, j'en fais un petit flop, mais pas un flop dans le jeu, parce que comme j'ai entendu, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de flop dans le jeu parce qu'ils n'ont pas réussi. Bah, c'est encore une fois flop dans la gestion du PSG, la fameuse gestion parisienne depuis des années. C'est là où ils ont perdu cette première place, parce que quand tu passes à un but et que tu t'arrêtes souvent de jouer à la fin des matchs, bah du coup forcément à la fin, si t'as un regret à avoir, bah c'est plutôt dans l'état d'esprit. Je pense qu'il faut que le PSG se mette en ordre de bataille. Ils se disent, on joue les matchs à fond jusqu'au bout, on essaye d'en mettre le plus possible. L'état d'esprit qu'on donne au Bayern, hein, par exemple, qui a vraiment cet état d'esprit-là. Et je pense que si le PSG l'avait eu, il serait passé premier, tu vois. Donc ça se joue vraiment juste dans ce côté où les Parisiens ont toujours trop envie de gérer leur fin de match, en pensant au prochain, etc., etc. Alors que finalement, ils ont largement les qualités pour mettre un but de plus pratiquement dans tous les matchs de la phase de poule, hein. Ils ont la possibilité de gagner contre Benfica les 2 fois. Et bien sûr, sur tous les autres matchs, Paris aurait pu gagner avec un but ou deux de plus à chaque fois en poussant un petit peu plus dans le match. Bon, non, mais complètement. Moi, c'était surtout le match de la Juventus du Turin qui m'avait laissé un peu à travers de la gorge, qu'on aurait pu aussi tuer le match au parc avec l'action Mm. de Mbappé qui la donne pas à Neymar. Le match aussi contre Haïfa, normalement, on aurait dû mettre plus de pions, etc. Après, dans l'ensemble, on a bien vu que sur les saisons dernières, qu'on termine premier ou deuxième, De toute tu peux façon, toujours tirer un gros. Donc voilà, la Ligue des Champions, tu joues des gros. Donc l'essentiel, c'est qu'on soit qualifié et qu'on puisse passer les huitièmes de finale contre le Bayern. mais oui, ça passera tranquillement, notamment parce qu'on le sait, il y a d'autres choses qui vont bien au PSG, c'est pas moi qui vais donner le prochain point. Je vais laisser Arthur pour son prochain top, je suis sûr qu'il a des choses, mon optimisme, mon inépuisable, le grand maître des statistiques. Bah écoute, je vais peut-être me mettre toute une communauté à dos, mais bon, on va dire le premier top, le plus évident, celui qu'on a tous les trois, Neymar. Alors bon, calmez-vous, ne m'agressez pas, Neymar a été bon. Je crois que maintenant c'est à peu près prouvé, il a été bon. Même ceux qui le détestent, qui trouvent qu'il ralentit le jeu, etc. Voilà, en termes de ratio but-passe décisive, c'est le meilleur en Ligue 1. En Europe, je crois qu'il est juste derrière Haaland. Même si Haaland c'est que des buts, hein, c'est pas de Mm. passes décisives ou très peu. Donc en termes voilà de manière globale cette saison, il a des statistiques à la De Bruyne et De Bruyne quand il a ses statistiques on l'encense, donc je vois pas pourquoi on ferait pas pareil avec Neymar. Grosse début de saison, mais pas que dans le jeu, pas que dans les passes décisives, pas que sur les buts. C'est un grand Neymar aussi dans son envie, dans le sourire qu'il a, de faire jouer les autres, au milieu de terrain, de redescendre beaucoup pour aider, pour faire cette fameuse transition entre un milieu de terrain qui parfois peine un petit peu à aller trop haut sur le terrain et du coup cette attaque qui défend très peu. Et du coup, je pense que Neymar, c'est le parfait lien entre entre tout ça. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Gros top pour Neymar cette saison, mais c'est pas étonnant. Pareil, avec tout ce qu'il avait pris, notamment les 2, 3 dernières saisons dans la figure, il devait un peu redosser son image, et surtout avec celle du PSG, parce que d'avoir un joueur de ce niveau-là qui donne pas une bonne image, et notamment des prestations sur le terrain, qu'ils étaient indignes, faut pas oublier aussi. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent, ouais, vous avez oublié ce qu'il a fait sur le club, ce qu'il a dit. On n'oublie pas. Moi, je retiens juste, c'est sur le terrain. Aujourd'hui, on sent qu'au Paris Saint-Germain, tout le monde s'est remis un peu la tête à l'endroit, tout le monde tire dans le même sens. Neymar aussi qu'il arrive sur la fin. Ça a bardé sur lui au mercato où on lui a dit écoute mon coco, si tu fais pas d'efforts, si tu bouges pas un peu ton derche, bah, la porte de sortie c'est là-bas. On sait que dans cette attaque à 3, c'est lui qui va devoir faire un petit peu plus d'efforts, même si les autres doivent contribuer aussi au repli défensif. Mais aujourd'hui, Neymar, pour moi, s'il fait un super mondial et qu'il fait une deuxième bonne partie de saison avec le Paris Saint-Germain et notamment avec la Ligue des Champions, il est candidat largement au Ballon d'Or pour moi. Il n'y a pas de Il souci. pourrait. Après, je rajouterai Vitinha en plus, mais Neymar. Même Messi, on ne parle pas beaucoup de Messi, ou notamment avec le PSG. Je crois qu'il a frappé 17 ou 18 fois en tout les poteaux avec le PSG depuis qu'il est arrivé. C'est énorme. Mais malgré tout, il a un ratio but et passe décisif qui est extraordinaire. Pareil que ce soit dans le jeu, il a un impact directement. Hein. On voit quand il est là, et quand il est absent, notamment, on sent qu'il y a un problème.
On reprochait aussi à Messi de plus courir, de plus avoir cette fulgurance qu'il pouvait avoir avant balle au pied, que ce soit même au niveau des passes, etc. Franchement, aujourd'hui, Messi et Neymar, pour moi, c'est vraiment les joueurs, contrairement à la saison dernière où ça n'a pas été du tout, ils ont relevé le niveau de fou et je les attends à la Coupe du Monde et je les attends au tournant pour la deuxième partie de saison avec, en espérant pas de blessure. Non, mais tout ira bien. Et c'était justement mes tops, moi, individuels, juste après le premier point collectif, un Messi, Neymar. Donc forcément, je vous rejoins. Parce que pour moi, c'est voilà, dans ce PSG qui va beaucoup mieux. L'année dernière, Messi, Neymar, c'était compliqué. Il y a eu les poteaux, il y a eu les blessures. Là, ils enchaînent. Alors, 2-3 rapides pépins ou suspensions, mais globalement, ils jouent quasiment tout le temps. Messi défend beaucoup moins. Après, Messi, voilà, dans sa carrière, ça n'a jamais été l'attaquant qui défend le plus. Maintenant, il a 35 ans. On se doute bien qu'il peut pas sprinter dans tous les sens, et quand même, par moment, il défend. Alors j'aimerais que ce soit un peu plus régulier, mais sa défense, voilà, faut voir que ça va être une course sur 10 mètres pendant quelques secondes, mais parfois ça fait toute la différence. Il y a des ballons qu'on récupère comme ça, en tout cas des contres qu'on prend pas. Et puis bien sûr, ce talent au pied, c'est quand même extraordinaire, parce qu'il y a encore des poteaux, mais cette fois, il y a quand même pas mal de buts, il y a des passifs. Je trouve que l'avant-dernière passe là, sur le premier but contre Auxerre, pour moi, c'est typique de sa première partie de saison. C'est le petit bonbon, ça paraît facile pour lui, on sait que sans lui, c'est plus compliqué. Et puis Neymar, Neymar, c'est de joueur cramé, carrière finie cet été. On promettait que c'était la fin, qu'il fallait absolument s'en débarrasser. Et finalement, je rejoins Laouni, à potentiel ballon d'or si ça continue. Donc voilà, ça fait plaisir, ça fait du bien. Je pense qu'on est tous d'accord sur ces deux attaquants. C'est extraordinaire, c'est beau à voir. Et j'ai noté, Laouni, tu l'as évoqué rapidement, du coup je relance là-dessus, parce que je sais que tu voulais l'évoquer dans tes tops. Moi aussi, recrue, Vitinha, je pense que c'est l'arrivée de cet été. Énormément d'efforts, de l'aisance dans le jeu. Il manque les frappes, je m'attendais un petit peu mieux. Il a beaucoup tiré au début, mais beaucoup à côté. Petit à petit, il tire moins. On l'a aussi moins vu dans le jeu, mais je pense qu'il y avait un peu de fatigue, un peu de la Coupe du Monde arrive. Je voudrais pas me faire mal alors que je suis censé jouer avec le Portugal. Mais voilà, pour moi, c'est l'une des très belles surprises, entre guillemets, parce qu'on va pas mentir, je l'avais pas énormément vu jouer avant, juste un peu. Et voilà, il s'est bien imposé au PSG, c'est très vite adapté, alors qu'on a vu que d'autres recrues, c'était plus long. Fabien Ruiz, au final, c'est pas mal, mais ça a été long. Et Vitinha, une très belle pioche de cet été. Ah non, mais clairement, Vitinha, c'est impressionnant même, j'ai envie de dire, à son âge, et puis ce qu'il a dégagé sur les premiers matchs, ça a fait toute la différence. On a vu un écart entre le milieu de terrain parisien de l'année dernière avec tous les joueurs qui pouvaient composer le milieu de terrain, et puis un Vitinha qui fait vraiment de très belles choses. Après, tu parles de frappe, mais c'est très difficile d'exister dans un PSG avec une MNM qui marque et fait 85% des buts du Paris Saint-Germain. On l'a vu notamment quand il a pas fait la fameuse passe à Mbappé, la bouderie d'Mbappé derrière cette accélération de Vitinha. On a bien vu qu'il avait aussi les pieds et les mains liés par justement les stars qui sont, on va dire, l'étage du dessus de la fusée. Et du coup, Vitinha, forcément, on l'a vu faire aussi beaucoup de passes à la MNM dans la transition. Mais après, pas que. On sent qu'il a du caractère. Hein. C'est vraiment un joueur qui a une marge de progression encore très très intéressante, qui oui, effectivement peut marquer plus, faire plus de passes décisives, se libérer encore plus. Voilà, pour Vitinha, j'ai rien à dire si ce n'est voilà, pour raccourcir un petit peu la vidéo, on peut pas lui enlever le fait aussi que jouer avec Marco Verratti, c'est toujours exceptionnel. Vitinha, s'il était arrivé dans ce PSG-là et qu'il avait joué avec Herrera, je suis pas sûr que ça aurait été le même Vitinha. Du coup, je tiens à féliciter, bien sûr. Je tiens à féliciter, bien évidemment, Vitinha pour son début de saison, mais c'est pas un bémol. Mais je rajoute bien évidemment Marco Verratti qui est là, qui veille le hibou, et je pense que dans tout ce qu'on va dire au milieu de terrain, on peut pas oublier Verratti à chaque fois de le mentionner. Même dans l'émancipation, peut-être on en parlera de Fabien Ruiz un petit peu dans les derniers matchs où il a pu jouer. Verratti, il a quand même une importance incroyable. Moi, sur Vitinha, ce qui me choque, c'est la formation. Je sais pas c'est quoi la formation qu'il a eue entre le Portugal et en première ligue où il jouait à Wolverhampton, il me semble. Mais d'avoir ce niveau-là, il a quoi, 20 ans, Vitinha? 22. 22. C'est très jeune, mais de rentrer comme ça dans ce milieu du Paris Saint-Germain, où on sait au PSG, quand il y a un nouveau joueur qui arrive,
On a l'impression que tu arrives dans la Dream Team, c'est la New Team, quoi. Limite, tu perds tes moyens, tu n'arrives plus à jouer. Lui, il arrive, mais il met tout le monde d'accord. Moi, Vitinha, j'ai l'impression qu'il est là depuis des années. Mais il a un niveau, ce petit, c'est monstrueux. On oublie même Nuno Mendes. Nuno Mendes, c'est pareil. D'avoir un niveau de potentiel comme ça aussitôt dans une carrière, j'espère qu'ils vont pas flopper ou qu'ils vont avoir des blessures, etc. Mais ils ont mis la barre super haute. Et j'espère qu'ils vont s'imposer au PSG et être des piliers. Parce que moi, personnellement, pour avoir eu un petit peu d'expérience au foot et jouer, des mecs à ce niveau-là, à 20 ans, qui ont des niveaux comme ça et qui peuvent jouer déjà dans des grandes équipes, il n'y en a pas beaucoup. En plus, ils ont le mental, ils ont tué le football et en plus, ils arrivent à faire parler tout ça sur le terrain en mettant leur talent au service de l'équipe. Franchement, moi, Vitinha, franchement, je sais pas c'est qui est parti le dénicher, je pense que c'est Campos, vraiment. Hein, mais c'est un deuxième Marco Verratti quand il est arrivé de Pescara, en fait. C'est vraiment plus offensif, c'est vraiment the pépite. C'est pas le même style de jeu, mais c'est le même. Voilà, il arrive tout jeune, on se dit. On parle souvent d'âge des fois. Oui, il est trop jeune pour jouer, il a pas assez d'expérience. Ouais, je suis d'accord avec vous, Vitinha, Nuno Mendes, il prouve que quand on a vraiment du talent du football, l'âge, oui, ça compte sur certains détails. Nuno Mendes, par exemple, il a dû progresser un peu défensivement, il doit peut-être quelques choix, mais globalement, ils sont quand même très très forts, 20 ans, 22 ans, voilà, c'est le présent déjà du PSG, sans doute l'avenir. Et je réalise pour Verratti, que je l'ai même pas mis dans mes tops, voilà, j'ai la petite liste sous les yeux, je l'ai pas mis, mais je sais Arthur, c'est choquant, mais j'ai une explication, je peux tout vous expliquer, ne me crachez pas dessus. Verratti, c'est terrible, mais je suis tellement habitué, ça fait 10 ans qu'il est génial comme ça, et du coup maintenant quand il est à ce niveau-là, c'est normal. Dans les tops, moi je mets un peu les belles surprises, les choses qui sont remarquables, et finalement Verratti, il est excellent, et il est toujours excellent. Je suis désolé Arthur, ne me tape pas. Je sais pas si vous avez d'autres tops, moi il me reste deux petits joueurs à citer, mais je vois Arthur qui me dit oui, je t'en prie, et encore une fois, pardonne-moi. Non, déjà je te pardonne pas. Non, déjà, ça c'est la première chose. Marco Verratti, le divorce. Marco Verratti, c'est le top. Je pense qu'on l'a tous dit depuis des années. Il est pas dans l'équipe. Tu l'enlèves de l'équipe, on voit la différence. C'est pas le cas de tous les joueurs non plus. Même si c'est un peu plus faux cette saison, parce qu'évidemment. Mais c'est l'auto-top, tu vois, on n'a plus besoin de le dire. Verratti c'est top. Non, voilà. On le dit parce qu'il ne faut jamais oublier de les mentionner, parce qu'on les mentionne. Mais par contre, vous avez parlé je vais parler de la filière portugaise, ça va aller plus vite, comme ça évite de faire trop en longueur. Vitinha, on l'a dit, jeune, 22 ans, énorme, mais moi je vais faire un focus sur Nuno Mendes, parce que bon, je crois qu'on se rend pas compte, en fait, vraiment, il est arrivé, on l'a senti qu'il avait le potentiel. Il a fait 2-3 matchs, il est devenu plutôt bon. Après, on a dit, il lui manque un petit peu l'aspect défensif. Il a corrigé un petit peu ça, il est déjà bien meilleur défensivement. Après, on a dit oui, évidemment, mais offensivement, ça manque un petit peu de précision à la Bernat et tout. Bon, sur les derniers matchs, on s'est bien rendu compte que des passes décisives, il était capable de les faire. Il va tellement vite. Parce que tout le monde parle d'Hakimi et de Mbappé. Mais je sais pas, à l'entraînement, il faudrait qu'on sache si quand ils font un 100 mètres tous les trois que c'est qui gagne. Je pense que Nuno Mendes, il doit vraiment pas être loin. Et parce que quand il accélère, c'est fulgurant. Hein. Enfin, moi, je pense que le plus gros potentiel de cette équipe, c'est Nuno Mendes. J'assume. Je trouve qu'il est, il est déjà monstrueux. Alors, et comme j'imagine sa marge de progression, je me dis, voilà, l'avenir, comme il disait Laouni, s'il n'y a pas de blessure, pas de pépin, pas de trucs comme ça, on tient là la pépite, quoi. Il a 20 ans, je sais pas ce qu'on peut faire d'autre, hein. Et puis bon, dans la filière portugaise, on va rajouter Danilo Pereira, parce que je l'ai beaucoup descendu l'année dernière. Pour moi, Danilo Pereira, c'est le numéro 2, c'est le deuxième joueur de ce début de saison, donc voilà, il faut que je le mentionne. Derrière Neymar, évidemment, parce que je trouve que Danilo, en défense, je trouve que voilà, il a sa place. Clairement, il a clairement sa place en défense, et pas pour dans mes mots, c'est pas pour remplacer forcément Ramos vieillissant ou voilà, il a sa place pour remplacer les trois. Sur le début de saison, il est meilleur que les trois, à mon sens. Il a le côté leadership qu'il faut à un défenseur. Il a le jeu de tête. Il est finalement plutôt pas mal dans la relance ces derniers temps. Gros big up à Danilo Pereira, que je trouve au-dessus des autres sur le début de saison. Et même quand il a joué au milieu de terrain, sur le dernier match, il apporte peut-être ce qui va arriver dans le troisième système que veut Galtier, c'est-à-dire un milieu de terrain, on va dire plus bagarreur, un petit peu plus bourrin, un petit peu plus costaud, mais qui permet d'autres choses dans le match, qui permet
au milieu, notamment aux latéraux, de se livrer encore plus, notamment à Verratti d'être un peu plus haut. Donc voilà, Danilo Pereira, Nuno Mendes, Vitinha, voilà, C'est les salles. c'était C'est beau. vraiment, voilà, c'est très bon. On garde un dernier de la filiale portugaise pour les flops. On reviendra après. Je laisse Laouni répondre à tout ça. Bon, rien à dire, les Portugais, hein, c'est déjà, c'est les cousins des Brésiliens, donc on n'a pas trop de soucis à se faire. Mais c'est vrai que Danilo Pereira, c'est vrai que sous la houlette de Pochettino, on se disait qu'est-ce qu'il fout là en fait. Alors que auparavant, moi je l'avais vu avec Porto, en tout cas c'était un super joueur. Mais depuis que Galtier l'a repris en main, en tout cas avec cette nouvelle équipe, il est monstrueux. Moi, pour moi, c'est un titulaire indiscutable. S'il y a un joueur qu'il faut mettre aussi sur la feuille de match avec les prestations qu'il donne actuellement, moi, je le mets direct sur le terrain. Il y a pas de souci. J'espère aussi qu'il va faire une bonne Coupe du Monde et revenir sans problème physique. Parce que des joueurs comme ça, si on n'en a pas, ça va être compliqué. En sachant que Fabien Ruiz, je pense qu'il est encore un peu juste. Solaire, on ne sait pas trop où le placer en milieu de terrain. Moi, je pense que c'est plus un joueur offensif que défensif, comme Pereira, par exemple. C'est pas le même profil. Mais vraiment, Danilo, sur ce coup-là, chapeau. Ouais, Danilo, après, l'année dernière, c'est clair, on a beaucoup critiqué son utilisation. Je pense qu'il n'était pas au niveau qu'aujourd'hui. Je sais pas le discours qu'a eu Galtier auprès de lui, mais je l'ai dit, des fois, il me fait penser presque à Thiago Silva dans la sérénité dans la relance. Alors, c'est pas le même C'est vrai. niveau, mais l'année dernière, parfois, il avait l'air d'être en panique avec le ballon, il savait pas où aller, il savait pas quoi faire. Là, bah, s'il faut faire un petit crochet, il le fait, il fait des relances, parfois quelques vraiment belles passes. Ça reste pas sa spécialité, la relance. L'un des problèmes avec Pochettino, c'est qu'il a joué en 6 en remplaçant de Verratti. Verratti qui était pour sortir du pressing, pour créer le jeu. C'est pas son rôle. Et là, globalement, ce que j'aime bien cette saison, c'est que c'est pas ce qu'on lui demande. Même quand il a joué au milieu de terrain contre Auxerre, quand il avait la balle, c'était bon, bah je fais une passe, pas forcément vers l'arrière, mais rien de compliqué. Il avait pas à créer du jeu, à lancer les actions, c'est pour les autres. Lui, il est là pour récupérer, et il le fait quand même particulièrement bien. Attends. Pardon, il y a du bruit. Excusez-moi. Hop. Il le fait particulièrement bien, on s'adapte à tout. En défense, je suis d'accord avec Arthur, pour moi c'est le meilleur défenseur de la première partie de saison, même si Marquinhos revient bien sur les dernières semaines, mais si on prend sur les 4 mois, c'est lui le plus régulier. Au milieu, il montre qu'il a sa place, et effectivement, Fabien Ruiz a son mot à dire, mais sur certains matchs, un milieu, Danilo, Verratti, Vitinha, je me dis que ça peut être quand même assez intéressant, donc bravo à lui. Il est très bien revenu, je lui souhaite de revenir, et je l'avais mis à côté dans ma liste de tops, c'était les deux tops ensemble, parce que pour moi c'est le renouveau, la renaissance. Bah, il y a Ramos avec, qui est certes pas meilleur niveau de sa carrière absolument, mais il est quand même pas mal du tout. Certains parlent beaucoup de sa vitesse, mais à côté de ça, il y a beaucoup d'agressivité. Il y a les relances, à part un ou deux matchs. Il y a un match où il se loupait un petit peu sur ses passes, mais globalement, on peut lui faire confiance. Et justement, pour moi, c'est déjà un top, c'est qu'on peut lui faire confiance cette saison. Parce que l'année dernière, bon, on finissait par en rigoler avec Arthur quand je faisais le point médical pour les matchs. Ramos qui devait toujours revenir la semaine prochaine, bah là, il est là, il enchaîne. Pas de souci. Je suis déçu pour lui qui participe pas à la Coupe du Monde. J'avais un petit espoir qu'il puisse revenir en sélection, peut-être parce que je suis un fou optimiste. Mais ça me fait plaisir de le revoir parce que Ramos qui finissait sa carrière en étant à l'infirmerie, c'était triste. Donc j'espère qu'il pourra enchaîner parce que voilà, ça fait du bien au PSG d'avoir un joueur comme lui, voilà, qui est dans les duels, dans l'agressivité, et ça fait du bien de voir un tel joueur qui retrouve un vrai niveau. Ah bah voilà, tu t'es rattrapé. Pardon, Ouais. vas-y, Laouni. Vas-y. Oui, Non, il non, fallait vas-y, que vas-y. Arthur me pardonne pour Verratti, donc j'ai rajouté. Non, mais là, j'étais obligé de réagir là parce que il me sort Verratti et puis là d'un coup il me sort Ramos et évidemment encore une Ça va. fois désolé la communauté, je pense que vous allez pouvoir me lyncher aussi parce que évidemment que je trouve que Sergio Ramos il apporte quelque chose à cette équipe. Alors évidemment, comme Danilo, il est pas là pour comme Danilo par exemple n'est pas là pour faire du Verratti, bah Ramos il est pas là pour faire du Marquinhos à couvrir à toute vitesse et tout. On n'oublie pas ses problèmes de cartilage et on sait qu'il aura plus jamais ça. C'est même pas la peine d'aller essayer de le chercher. Pourtant, on peut être sûr que Sergio Ramos, à l'entraînement, il donne tout, même plus que tout. Je pense que c'est vraiment un très, très grand travailleur. Et si celui qu'on enterrait depuis 2 saisons, hein, quasiment 2 saisons blanches pour Sergio Ramos, et qui aujourd'hui est le 7e, je crois, temps de jeu du Paris Saint-Germain, et il tient la baraque. Il était là lors du dernier match, il était là lors du premier. Je crois voilà, il a dû rater en un match, mais il l'a raté voilà, pour se reposer. Il a raté 2 matchs exactement pour se reposer.
Voilà, je trouve que ce que tu as dit, c'est vrai. Il joue très haut, ça fait peur à Galtier, mais en même temps, bah, au Real Madrid, c'était un petit peu ça. C'était parfois un moment, il fallait prendre les équipes à la gorge, il fallait les prendre plus haut. Galtier, il veut récupérer le ballon haut, et Sergio Ramos, bah, c'est un peu son lieutenant de ça. On reprochait longtemps à Marquinhos et à Thiago Silva de toujours défendre en reculant, d'être trop bas, d'être frileux. Moi, j'ai envie de dire, voilà, on en parlera peut-être tout à l'heure dans le top ou dans le flop, on en parlera peut-être dans l'un des deux. Mais ce côté, oui, Paris prend des risques défensivement dans la couverture, etc. D'ailleurs, on n'a pris aucun but à cause de la vitesse de Ramos, il faut le redire. Dans tous ces risques que Paris prend, bah, Paris met énormément de buts à côté. Donc voilà, il y a la team qui préfère les 2-0, il y a la team qui préfère les 4-1. Je fais partie de la team qui préfère les 4-1 avec un Ramos agressif au milieu de terrain. En fait, le problème avec Sergio Ramos, vite fait, c'est que quand il est arrivé, on nous l'a vendu comme The Machine. Il a fait les tests, 4 heures sur le tapis, il est Oui. prêt, il va tout casser. On s'est dit, bon, c'est impeccable, en sachant qu'il avait eu quand même quelques pépins. On se dit, bon, c'est bon, à Paris, bon, les mecs qui s'occupent de ça, ils vont pas mentir. Puis finalement, en fait, ils nous l'ont vendu comme un Terminator, puis en fait, il est arrivé un peu en sucre, en boitant un peu, et quand on a vu les matchs où à chaque fois il était annoncé sur la feuille de match titulaire, bah, à chaque fois, comme vous le dites, il était à l'infirmerie. Je pense que c'est compliqué pour un joueur de ce niveau-là, où il est tellement attendu, où on dit, voilà, il va être prêt, puis finalement, bah, il est pas prêt, on triche pas au foot. Il est sur la fin de sa carrière, donc forcément c'est plus dur à revenir au niveau quand il y a de l'attente. Donc voilà, c'est juste dommage qu'on nous l'avait vendu comme un joueur prêt. Je pense que la com elle aurait été largement meilleure en disant voilà les gars, il faut un petit peu de temps pour qu'il revienne. Il arrive libre, il n'y a pas eu de transfert, même s'il a un lourd salaire. Ça reste Sergio Ramos, c'est une pépite. Pour moi, normalement, il ne doit même pas être au PSG, Ramos, il doit finir au Real de Madrid. Après, voilà, nous, on a la chance de le récupérer. Je le prends tous les jours aussi, moi, dans mon équipe. Mais voilà, franchement, sur cette saison, il fait plaisir. À chaque fois qu'on est sur le terrain, il fait le taf. Donc, Sergio Ramos, voilà, je peux pas le mettre dans les flops et je le mets dans les tops aussi. Et je rajouterai même Donnarumma. Donc, voilà. Oh! Ah, donc tu veux qu'on ait des problèmes. Vas-y, explique-nous. Donnarumma, il fait partie des... Ouais, Ah oui, critiqué quand même. Mais je suis d'accord. Aïe! On va avoir des problèmes. Oye, allez-y, dites-moi tout. Arthur, ou pire, si tu Ah, tu le balances sous le bus, quoi. Non, mais déjà, j'ai envie de parler de Donnarumma, j'avais envie de parler de Donnarumma, et vous me direz ce que vous en pensez. Déjà, pour contrebalancer tout ce qui se dit sur lui, hier, j'ai fait un florilège, j'ai cherché des vidéos aussi des erreurs de pied de Manuel Neuer, de Alisson, de Ter Stegen, de Courtois, et Courtois, son arrivée au Real Madrid, comment il s'est fait démonter, il y avait Navas, et quand il était pas fort. Et là, bon... Donnarumma fait une erreur pour certains, je la comprends, je comprends pas pourquoi les gens disent qu'il a fait une erreur alors qu'il se fait bourrer et qu'un gardien normalement ne doit pas se faire toucher, ça c'est la règle d'or, en tout cas quand je jouais au foot c'était ça, bon certes je suis un peu peut-être vieilli maintenant et c'est plus comme ça aujourd'hui, mais en tout cas quand je rentrais dans le gardien, bah non ça marchait pas, alors certes il y avait une pression, à la rigueur il fait une erreur. Mais voilà, l'erreur, elle est arrivée. Mais combien d'erreurs de pied il a fait depuis... oui, il a dégagé en touche, il s'est raté dans ses dégagements plusieurs fois. Mais quel gardien s'est pas raté dans ses dégagements? Là, on est en train de parler des erreurs, une vraie erreur. C'est-à-dire, il relance comme l'ont tous fait. Les Buffon, les Oliver Kahn, ils ont tous fait une erreur de relance plein de fois dans leur carrière. Même moi. Même à des moments plus aboutis de leur carrière. Non, mais c'est une réalité. Des moments où... Parce que là, ce qui me fait rire, c'est qu'à chaque fois, on est en train de comparer Donnarumma à Courtois, à Neuer. Non, mais les gardiens. Moi, Arthur, Donnarumma, si tu veux, c'est que je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce que tu dis. Juste, moi, le petit hic qui m'avait fait mal, c'était le match du Real, comme tu dis. Pour moi, voilà, t'as un gardien expérimenté, t'es le gardien de demain pour la squadra, etc. et tout. Tu sors du Milan AC, tu as eu des grands gardiens derrière toi qui t'ont conseillé, qui t'ont parlé. Pour moi, la faute qu'il fait en Ligue des Champions, quand on mène, j'ai pas envie de revenir sur ça, parce que moi, il a perdu énormément de points pour moi. Je l'aimais tellement, ce gardien, que je me suis dit, c'est pas possible. Il arrive en étant le meilleur gardien d'Europe. Il attend un gars qui part de 40 mètres pour faire un pressing et lâcher la balle à la fin quand il est à côté de toi. Cela étant dit, je pense que ça lui a fait énormément de mal, parce que quand il doit revoir les vidéos, il se dit, normalement, je dois envoyer un brin devant et c'est fini. Mais depuis cette saison et depuis franchement une bonne dizaine de matchs, les derniers matchs, en tout cas les dernières sorties qu'il fait, je suis obligé de le défendre. Il est là, il est présent,
même si on encaisse toujours des buts un peu sur coup de pied arrêté, où c'est pas que de sa faute aussi. Je pense qu'il y a des problèmes de placement et de marquage aussi. Mais sur sa ligne, il est bon. Pareil, même le match d'Auxerre, mine de rien, c'est Auxerre. Il y a quelques parades à sortir. Il faut les sortir. On sait qu'au PSG, un gardien de but, il a très peu d'occasions, en tout cas, je pense, en Ligue 1. Et les peu de ballons qu'on a, faut les sortir, il faut les bloquer. Et il fait le taf pour le moment. Et moi, c'est ce que je lui demande. Hormis le match de Monaco, où il prend une sèche contre Volande, ça fait pion direct. Puis après, on voit plus rien de Monaco. Pour moi, il doit la sortir aussi, celle-là. Mais Donnarumma, dans les derniers matchs qu'il fait, voilà, quoi, je peux pas le mettre dans les flops, en tout cas, c'est pas possible. Après, je suis d'accord avec toi. Le match de Madrid, à la rigueur, comme je l'ai dit, on va pas être d'accord sur la définition de la faute, de l'erreur que Donnarumma il fait. Pour moi, regardez les vidéos de Ter Stegen et des autres. Des fois, c'est des relances, on tire dans le joueur, le joueur, ça contre et ça rentre dans la cage. Donc ça, c'est pour moi plus une grosse erreur. Là, c'est une erreur d'appréciation, mais Nico l'avait bien dit dans notamment après le match contre le Real Madrid. Il y a aucun mouvement autour de lui. Et au PSG, on lui demande de pas relancer de pas envoyer une savate devant. Là, on lui demande de relancer à côté. Mais à côté de lui, ça bouge pas. Donc évidemment, c'est une erreur d'appréciation générale parce que Paris doit pas se prendre ce but. On est d'accord. Dans tout le PSG ne doit pas se prendre ce but. Donnarumma non plus de fait, puisque tout le monde est responsable, c'est un collectif. Faut arrêter de sortir qu'une seule individualité qui s'en prend plein la figure. Moi, ce que je le défends, pas tant parce qu'il a fait un super début de saison le plus parfait au monde, je le défends parce que tous les gardiens ont eu des grosses passes très difficiles. Je parle de Neuer par exemple, il a eu des matchs où il passe totalement au travers, il sort au milieu de terrain et le ballon il passe à côté de lui. Et pourtant, aujourd'hui, on dit que c'est le meilleur gardien du monde, alors que Donnarumma, il fait cette erreur. On lui prétend une erreur aussi avec l'Italie sur une grosse frappe. Franchement, il peut pas grand chose. Bon, certes, la Macédoine. Certes, c'est pas cool. Mais bon, c'est pas non plus le plus grand responsable de cette frappe. Hein. Il faut pas laisser tirer non plus à 35 mètres des joueurs qui ont une très bonne frappe. Et surtout, on l'enterre comme si c'était un gardien fini. En fait, c'est ça en fait qui m'agace avec le traitement médiatique qui est fait autour du PSG, c'est que là, on peut lui reprocher des choses. Dans les sorties aériennes, il prend pas les ballons. Il a pas encore les meilleurs réflexes quand il doit aller chercher le ballon sur un corner, sur un centre. Mais sur sa ligne, comme l'a dit Laoni, il est finalement très bon. Il a corrigé aussi ses relances quand il sait pas quoi faire, il relance en touche, comme le faisait un gardien. Parce que la base du gardien, c'est pas non plus d'avoir des super relances au pied toutes les 5 minutes. Hein. Ça, c'est la mode. Le but d'un gardien, c'est d'arrêter les frappes. Et à ce jeu-là, Donnarumma, c'est 10 ou 11 clean sheets. Cette saison, c'est 22 matchs, 1980 minutes jouées, donc il est là de tous les matchs, il en a raté aucune minute, et surtout, il fait partie de la 3e meilleure défense d'Europe, hein, puisque Paris a encaissé que 0,73 buts par match, et seuls Naples et Lens ont fait mieux, 2 équipes qui jouent pas la Ligue des Champions, donc en Ligue des Champions, le PSG a quand même, malgré les Ramos vieillissants, Naples joue la Ligue des Champions. Oui, oui. Il joue le Ligue des Champions. Non, c'est pas Naples la défense, pardon, je me suis trompé, c'est Newcastle et Lens. D'accord. Oui. Pardon. Et du coup, le Paris Saint-Germain, mine de rien, avec un Ramos vieillissant, un Marquinhos qui se rate, un Prestel Kimpembe qui fait des erreurs et un Donnarumma archi nul, finalement a quand même une défense qui tient la route. Certes, ils se sont pris des buts, j'invite tout le monde à aller voir les matchs de Manchester City, notamment le week-end dernier, qui se prennent 2-1, ou certains matchs. Mais c'était contre Brentford quand même. Ouais, mais voilà, mais le Bayern Munich aussi, sur le début de saison, qui a eu pas mal de plantages, et puis j'en passe à un Liverpool qui s'est planté, le Real Madrid qui a parfois eu du mal, Barcelone en Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Il y a énormément d'équipes qui ont eu du mal aussi défensivement. Il n'y a pas que le PSG, et c'est juste ça en fait. C'est l'ambiance générale autour du PSG. Genre Paris est une mauvaise défense. J'y crois pas encore totalement à ça. Je pense qu'il y a moyen de progresser largement, mais en tout cas pour moi, pour l'instant. Voilà, c'est pour un début de saison, c'est bien, et Donnarumma participe à tout ça. Ouais, pour Donnarumma, t'as déjà commencé à prendre mes arguments pour le but du Real Madrid. Alors oui, là où je suis d'accord avec Laoni, c'est qu'au bout d'un moment, quand il n'y a pas d'option, le plus sage, c'est de dégager. À ce moment-là, en plus, tu mènes, voilà, faut pas prendre de risques, faut dégager. Mais Arthur, tu l'as dit avant ça, pour moi, il y a eu beaucoup de personnes pour dire que le PSG avait commencé à perdre après ce but. Pour moi, il commence à perdre avant, je l'avais montré en vidéo sur le site. Le PSG s'est arrêté de bouger. Alors pourquoi il s'arrête de bouger à ce moment du match ? On n'a aucune idée, mais on part d'une action, le PSG a la balle au milieu de terrain, on recule, on arrive jusqu'à Donnarumma sans que personne lui propose d'option. Il perd la balle, il y a but. Oui, il fait une bêtise, mais il est vraiment pas tout seul. Et ça rejoint pour moi les pertes de balles de cette saison, parce que oui, parfois j'aimerais qu'il relance, j'aimerais que ça puisse jouer plus vite, j'aimerais que ces dégagements soient sur des joueurs du PSG, qu'on puisse faire quelque chose. Le problème, c'est qu'il n'y a pas toujours les options.
Parce que par moment, même si le PSG est meilleur que les saisons dernières, il continue d'être un peu immobile. Donnarumma, la balle. Arthur, tu l'as dit, la consigne clairement pour lui, c'est de relancer sur un Parisien, de relancer court. C'est le style de jeu du PSG, très bien. Mais il faut des joueurs disponibles. Alors parfois, c'est les attaquants qui sont un peu loin, parfois, c'est les milieux qui sont un peu loin. Mais il n'a pas vraiment d'option. Il peut aussi y avoir un bon pressing de l'adversaire. Et le problème, c'est le défaut dans l'équipe du PSG, c'est comme ça, il faut s'adapter. Quand il veut dégager, s'il n'y a pas Fabien Ruiz sur le terrain, s'il n'y a pas Ekitike, ce qui arrive relativement souvent, parce qu'il y a d'autres joueurs qui sont meilleurs quand le ballon est au sol, pour dégager, il n'y a pas grand monde. J'ai vu des stats des fois sur son nombre de ballons perdus, mais je voudrais que dans ces ballons perdus, on compte les ballons qui sont pas loin d'un Parisien, mais le Parisien perd le duel, alors Donnarumma perd la balle, mais quand il fait un dégagement et que ça va vers Messi, Messi il a pas le ballon de la tête, on pourrait dire oui, mais il pourrait viser quelqu'un d'autre, mais finalement les joueurs devant, ça va être Messi, Neymar, Mbappé, Vitinha, Verratti. Il n'y a pas grand monde pour la dégager, c'est comme ça, c'est le défaut dans les filles du PSG, on l'a dit plusieurs fois, c'est pour ça qu'un Danilo peut faire du bien, c'est pour ça que Fabien Ruiz c'est pas mal, Ekitike peut avoir son rôle à jouer sur certains matchs, voilà, c'est comme ça, il perd des ballons parce que parfois il n'y a pas le choix, c'est là où je trouve que les gens sont trop durs, là où j'ai du mal à le mettre vraiment dans un top de la première partie de saison, et Donnarumma sera celui qui nous aura le plus occupé de toute la vidéo, c'est qu'il y a quand même quelques erreurs sur les sorties, je sais plus si c'était un coup franc ou un corner, je me rappelle plus du match, mais voilà, il sort pas vraiment au bon endroit, il y a 2-3 trucs à corriger, c'est quand même pas mal, et je suis quand même pas loin de le mettre dans un top. Voilà, Donnarumma, je trouve que c'est le joueur le plus compliqué. C'est que d'un côté, il part de loin, ce que vous l'avez dit. Il y a eu l'erreur contre la Madrid, il y a le match contre l'Italie où pour moi, il fait pas une grosse erreur contre la Macédoine, cette fameuse frappe qui rentre près du poteau, elle est dure à aller chercher. Mais quand même, il a pris beaucoup sur la tête. Après, il loupe une passe encore avec l'Italie. C'était pas un match de qualification, mais il fait encore une erreur. C'était dur pour lui, il a la concurrence de Navas qui devait partir, qui finalement est là, qui rôde pas loin. Le début de saison, je l'avais trouvé très moyen, et petit à petit, je trouve que voilà, il reprend confiance, il joue, il y a eu des clean sheets, donc on va dire que je lui mets un encouragement, pas un top, mais c'est de mieux en mieux. Alors il y a encore 2-3 trucs à corriger, mais je vois que vous l'avez plus ou moins rappelé, sans vraiment le dire, c'est que voilà, Neuer, certes, on dit depuis un moment que c'est un des meilleurs du monde, il y a Courtois, il y a des grands gardiens, ils sont tous plus vieux que lui il a que 23 ans, donc voilà, il a encore des choses à apprendre, même s'il joue depuis un moment, il y a 2-3 trucs, voilà, mentalement, faut se forger. Voilà, je trouve que c'est quand même pas si mal. Est-ce que vous voulez réagir à tout ça pour qu'on continue sur Donnarumma ? Bon, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour sur Didio. Est-ce que vous avez d'autres tops, maintenant qu'on s'est mis à peu près d'accord sur Donnarumma, qui sera finalement le thème principal de cette vidéo ? Moi, en top, je pense mais que... tu sais bien qu'on va... Vas-y, Arthur. Allez. Ah, vas-y, Laouni, vas-y. Moi, en top, c'est juste que moi j'en ai plus comme ça, ouais. Mais je suis sûr qu'on en oublie. Oui, on en oublie sûr, toujours, on oublie sans doute une évidence. Mais on a des flops. Oui, on a des flops, mais le top, parce qu'on va nous taxer de rat d'RMC, hein, j'avais vu ça la dernière fois dans les commentaires. Mbappé. Oui, ma petite gargouille. Mbappé, bien évidemment. Non, mais c'est vrai que... Deuxième débat du jour. Deuxième débat, pardon, j'en perds mon oreillette, c'est Kylian. Non, pour moi, Mbappé, voilà, c'est toujours le verre un peu à moitié vide, à moitié plein. Mais moi, ce que j'attends toujours, c'est les résultats sur le terrain. Depuis cette petite sortie en équipe de France avec son hashtag pivot, on va pas revenir dessus. Voilà. Mais si. Il a remis un petit peu tout ça de... Comment ? Si, non, vas-y, mais moi je reviendrai dessus. D'accord. Entre guillemets, voilà, il a essayé de repenser à l'équipe, au groupe. Il y a le mondial qui arrive. Il faut prendre des points, il faut se qualifier en Ligue des Champions. Le dernier match d'Auxerre, j'ai vu beaucoup de sourires quand il s'est changé les ballons, etc. En tout cas, il y a eu beaucoup de plaisir, contrairement à ces derniers mois où je le trouvais un peu soliste, un peu tout seul dans son coin. Voilà, la saison dernière, ça tournait pas bien. Heureusement, il était là, mais... Le ballon, il n'y a qu'un seul ballon sur le terrain et quand il y a des grands joueurs, il faut savoir se le partager. J'espère en tout cas qu'il va apprendre un petit peu plus à jouer avec les autres parce qu'il ne faut pas oublier Mbappé, je joue avec Neymar et Messi. Et moi, ce qui m'embête en fait un petit peu, c'est que j'ai l'impression qu'au PSG, on ne tire pas le maximum des capacités des joueurs sur ces types de joueurs-là, en tout cas au plus haut niveau. Je pense que si on serait à City, au Real ou à United, les gars, ils combineraient les yeux fermés. Au PSG, on sent toujours, on essaie de prendre un petit peu l'ascendant sur l'autre. Je prends un exemple tout bête. Choupo-Moting, il me semble, c'est 9 matchs avec le Bayern, c'est 8 buts. Au PSG, c'est impossible que Choupo-Moting il remplace par exemple Mbappé, qui est le meilleur buteur du club, ou Cavani. Je pense qu'il y a un problème quand même en interne dans l'institution.
Moi, personnellement, bah voilà, si on est une équipe de foot, les gars, on avance tous ensemble, peu importe qui marque. Le principal, c'est les résultats. Et j'en ai marre toujours des trucs un peu extra-sportifs. Lui, il fait la gueule, ils sont pas contents, il a pas fait la passe. Les gars, jouent au ballon, on a une belle équipe. Et Kylian Mbappé, moi, je l'adore. Mais en tout cas, pour revenir au flop et au top, il était dans mes flops. Et depuis les derniers matchs qu'il a montré, je suis obligé de le remettre dans les tops. C'est Mbappé. Mbappé, ça va être le deuxième. Pour moi, c'est toujours compliqué parce que Mbappé, finalement, dans les stats, bah, il a mis pas mal de buts, il a fait quelques passes décisives. Mais j'ai toujours le sentiment qu'il pourrait faire plus. Pour moi, il y a une période, alors là, sur les derniers matchs, c'est mieux, mais il y a une période de la saison, plusieurs semaines, où il doit faire mieux. Où si lui est efficace, bah, le PSG gagne des matchs, Benfica, contre la Juventus, on est plus tranquille, parce qu'il met 2 beaux buts à l'aller, mais après, il rate beaucoup de choses. Et là où je lui en veux, entre guillemets, alors je suis d'accord avec toi, il y a eu des problèmes extra-sportifs, mais là je mettrais pas l'institution, parce que globalement tout va bien dans le groupe, on n'a pas eu trop de soucis. Il y a Ekitike qui a été mécontent, mais Galtier il en parle maintenant, alors qu'Ekitike a rien dit sur le moment, ils lui ont dit maintenant, voilà, on a eu une discussion, et du coup ça s'est arrangé. Et pour moi, voilà, ça c'est bien, c'est le PSG, que ça fait plaisir. Je pense qu'il y a quelques années, on aurait eu un joueur qui aurait parlé directement dans la presse pour dire je suis mécontent. Voilà, Ekitike c'est resté en privé, ça s'est réglé, ça va mieux, tout va bien. Et le seul point de polémique qu'on a eu, le vrai, bah, c'est Mbappé, c'est là où moi je l'aimais un peu, c'est l'un des flops finalement que j'ai mis, je sais, je suis toujours très dur avec Mbappé, mais pour moi c'est le joueur qui a un peu amené des problèmes, parce que bah, lui il a boudé sur le terrain, on en parlait un peu avant de démarrer, mais mine de rien j'oublie pas, c'est dans les premiers matchs, Vitinha qui lui fait pas la passe sur un contre, il va jouer à droite, et Mbappé qui sort de l'action, une action qu'il aurait pu finir s'il avait continué d'ailleurs, parce qu'il y a un centre devant le but pour personne, mais s'il avait été là il aurait pu marquer. Et voilà, Mbappé ça a été plusieurs bouderies, alors pourquoi exactement, seulement lui le sait, mais voilà, il a créé un peu cette négativité, c'est lui pour moi qui a créé des soucis alors qu'il est avec Messi, il est avec Neymar. Il y a de quoi profiter quand même. Alors oui, il y a eu tout son truc autour du poste, mais j'ai noté qu'avant qu'il parle de ce fameux rôle de pivot, personne parlait d'un problème de poste au PSG. Le PSG roulait bien, juste Mbappé manquait ses actions, il tirait à côté. Il a parlé du poste, et pour moi, il a réussi un coup de communication. C'est que d'un seul coup, tout le monde s'est mis d'accord, oui, mais il est pivot. Mbappé, il a quand même très peu joué en pivot, ça reste quand même surtout du profondeur, il vient du côté gauche. Alors encore plus aujourd'hui, le système a un peu changé pour s'adapter, parce que certes, l'Euro qu'on lui demandait, c'était peut-être pas l'idéal pour lui, mais il avait quand même des ballons. Et depuis qu'il s'est remis voilà, dans le jeu, qu'il joue pour les autres, qu'il a retrouvé le sourire, effectivement, globalement, tout va bien. Alors c'est pas parfait, mais on peut pas demander à un joueur de mettre tous ses buts à chaque fois, ça reste d'être humain, c'est normal de pas tout marquer. Mais voilà, moi j'ai pas trop aimé son comportement pendant ces plusieurs semaines. Encore une fois, je le dis, pour moi, c'est lui qui a amené le seul problème au PSG, parce que bien sûr, les médias en ont trop fait sur ce qui se passait vraiment, mais voilà. C'est le seul qui a amené des tensions. Sans lui, tout va bien, globalement, toujours des trucs PSG, mais voilà, j'aimerais qu'il fasse un peu autre chose. Il doit être un leader du projet, et j'ai pas vraiment aimé son comportement. Non, bah après, clairement, flop dans le comportement sur plein de points. Hein. Déjà, pivot, gang, laisse tomber. Tu peux le dire à l'entraîneur directement à côté en lui disant on sera plus efficace, fais-moi confiance et tout. Il peut en parler même avec les trois. Enfin, je veux dire, il est pas obligé de faire une campagne médiatique parce que du coup ça le dessert lui. Hein. C'est pour ça que moi je le mets en flop niveau comportement. Après au niveau oui bon peut-être il a pas eu son salaire à temps, il a eu quelques jours de retard pour son fantastique salaire. Bon bah écoute c'est la loi du travail, on doit payer les salaires, hein, c'est des dus. Mais après on peut aussi minimiser ça en disant que Mbappé voilà il est pas non plus dans le besoin. Les clubs avaient peut-être une raison. Voilà, je pense que ça va. Après, voilà, sur le terrain, pour moi, il réalise un de ses plus mauvais débuts de saison depuis qu'il est au PSG. Donc, en 6 ans, pour moi, c'est peut-être le moins bon Mbappé de manière générale, dans le comportement, dans ce qu'il dégageait pendant longtemps. Après, les derniers matchs me font changer d'avis, hein. Mais sur le début, mais ça n'empêche pas que Mbappé, t'as vu tous les buts qu'il met, je veux dire, même en se ratant énormément. Il me fait penser à Cavani, mais avec voilà, deux, trois crans. Avec 2-3 crans au-dessus quand même, parce que mine de rien, Mbappé, bah voilà, Cavani va le rattraper dans pas longtemps. C'est je sais pas combien de buts en Ligue des Champions, ça va être bien, sa vitesse elle est incroyable. Je pense que on peut lui enlever son repli défensif qui est toujours absent, c'est pas génial. Mais bon, ils ont trouvé dans Neymar on va dire le bon joueur pour on va dire faire en sorte que ça défende pas non plus qu'à sans les trois de devant, Neymar il est un peu plus là. Mbappé de temps en temps Ligue des Champions fait un peu plus d'efforts.
Il rate beaucoup face au gardien, mais par contre, il va mettre 3 frappes enroulées en pleine lucarne en se disant voilà, je suis Mbappé. Et en fait, c'est ce qui est agaçant avec lui, c'est que quand il va jouer à fond, comme tu le disais, Laoni, quand il va comprendre que le PSG est une équipe, et il le fait un peu plus sur les derniers matchs, et du coup, ça change tout. Hein. C'est quand il comprendra qu'il vaut mieux faire une passe à Neymar, qui marque, qui s'embrasse, ils sont contents, Neymar lui rend, et hop. C'est ça, c'est exactement comme ça que le Barça a gagné et a fait en sorte que Messi marque 40, 50, 70 buts par saison, alors que à côté de lui, les Neymar en mettaient quand même une trentaine, les Luis Suarez en mettaient quand même une trentaine. C'est parce qu'en fait, il se passait les pénaltys entre eux. Voilà, il y avait une osmose qui existait, qu'au PSG doit exister. De toute façon, on le voit bien, quand Mbappé fait une passe décisive à Neymar, il a trop envie de lui la remettre juste après, et Messi, c'est la même chose. Je veux dire, quand ils auront compris ça, que briller tout seul, ça n'a aucun intérêt dans une équipe comme ça. Voilà. Après, s'il va aller briller tout seul ailleurs, il va pas pouvoir briller, hein, parce que s'il va à Liverpool, par exemple, il va devoir partager la part du gâteau avec les autres. Et déjà, ça se passera pas comme ça. Déjà, le club va lui dire, oh là là, mon coco, tu t'arrêtes. Quand il va aller au Real Madrid, on va lui dire quoi? On va lui dire, non, mais t'es pas tout seul, là. Il reste Vinicius, il reste Rodrigo, il reste des gros joueurs aussi. Tu vas pas briller tout seul, il faut briller en équipe. C'est comme ça qu'on gagne les Ligues des Champions. Donc, niveau comportement, assez gros flop pour moi, parce que du coup, j'ai pas aimé les bouderies, Vitinha. Je veux dire, si les joueurs maintenant, même, le pire, je crois que le pire moment de la saison pour moi, c'est son énervement face à Hakimi. C'est son ami, quoi. C'est-à-dire, je sais plus quel match c'était. À un moment, voilà, Hakimi lui fait pas la passe, mais il lui crie dessus comme si c'était n'importe qui. Le gars, c'est son ami, mais sur le terrain, Mbappé, il réfléchit pas. Il devrait l'encourager, dire voilà, c'est bien, t'as tenté ta chance. De temps en temps, tu vas marquer des buts, et c'est bien. Non, Mbappé, il veut tout pour lui. Je sais qu'il est à fond pour les stats, mais au-delà de ça, voilà, ce qu'il propose sur le terrain, quand il arrive avec tous les buts qu'il arrive à marquer, etc. C'est le meilleur buteur du PSG cette saison. Et rien que pour ça. Même malgré tous ses ratés, on sait qu'il va être utile contre un Bayern Munich qui va jouer haut. On sait que c'est un joueur, c'est un game changer comme on dit. Hein. C'est un joueur qui, s'il est bien contre la Juventus, le match retour, la Juventus, on est en difficulté. Et il met un but. Faut l'avouer, il est extraordinaire. Hein. Il dribble tout le monde, il tire, marque. Ouais, c'est ça. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment le joueur avec Neymar et Messi qui sont capables aussi de faire ça, de changer la physionomie d'un match, de changer la couleur d'un match. Et lui, il a cette part de responsabilité où vraiment à des moments, s'il boude, il va rester sur son côté, il va plus tenter, en fait, les gens, je sais, peut-être avec Donnarumma qu'on défend, avec tout ça qu'on défend, on en difficulté. Mais pour Mbappé, c'est important de le dire. Ce qui est pénible avec Mbappé, c'est que parfois il est sur son côté et il fait pas l'appel parce qu'il dit moi je veux le ballon comme ça. Donc en fait, il décide pour les autres de ce qu'il veut. Alors que le jeu nécessiterait, par exemple, qu'il parte parce qu'il y a un trou. Je veux dire, combien de fois on était devant la télé, je pense tous les deux, vous êtes d'accord avec moi, combien de fois on était devant la télé, la défense elle est vachement haute, il y a Mbappé. Il a juste besoin de prendre de vitesse un joueur, Neymar il regarde tout le temps tout ça, il y a juste besoin de le lancer, mais Mbappé il y va pas, il dit joue-moi dans les pieds, on va se la faire en 1-2 et tout. Avec Nuno Mendes qui est à côté de lui en plus. Voilà, non, à un moment, les gars, il faut aussi savoir jouer avec ses qualités, et Mbappé, qui va jouer souvent avec sa vitesse, etc. Il y a parfois, il refuse de le faire, et je trouve que c'est dommage parce que des fois, quand les défenses jouent haute, ne pas utiliser cette arme de vitesse qu'il a dans la profondeur, c'est quand même assez dommageable. Et aller un peu plus dans la surface aussi. Il veut tellement être en retrait pour les dribbler que le latéral il déborde. C'est Carlos Soler, notre numéro 9. C'est vrai, Soler Paoletta, il a mis un but comme lui. Léonie, tu veux réagir sur Mbappé qui est le deuxième thème principal? Moi, après, je voulais rester sur le sportif parce que honnêtement, même les derniers podcasts qu'on avait fait sur ce qui s'était passé les dernières semaines, ça m'a vraiment saoulé. On parlait que de Mbappé. Je pense qu'au PSG, ils lui ont donné trop de pouvoir. Ils lui ont donné trop de pouvoir pour avoir des comportements comme ça. Moi, jamais je me permettrais de faire ça auprès d'un coéquipier, de lui râler dessus, ou l'action de Vitinha où il n'est pas servi, mais il faut revoir l'action. C'est terrible. Vitinha respecte le sens du jeu. Hein. Il est plus près, il me semble, de Neymar ou de Messi, je ne sais plus, ou Hakimi, que Mbappé qui est de l'autre côté. Donc à un moment donné, ça aussi, il faut arrêter. Ce qui m'énerve encore le plus, c'est qu'il va se permettre de faire ça ici, à Paris. Ailleurs, tu ne le feras pas. C'est ce truc-là, tu le feras pas. Et même si tu serais Mbappé, qui tu veux, tu seras mis de côté. Parce que le plus fort, c'est l'équipe. C'est toujours l'équipe le plus fort. Après, on va lui accorder quand même que sur les derniers matchs, il y a eu du mieux. Voilà, on espère qu'il va continuer. Restons sur le positif.
Le début de saison était très agaçant. Oui. Voilà. Les dernières semaines, c'est mieux. Voilà, on va finir. C'est mon combat. Voilà. Je finis sur du positif, sur Mbappé. Les dernières semaines sont mieux. Simplement. Merci pour le but contre la Juventus, parce que sans toi, c'était quand même vraiment galère et c'est quand même bien d'aller gagner là-bas. Voilà, je pense que pour Mbappé, globalement, on est bon. D'autres flops, moi je me lance parce qu'on l'a un peu évoqué tout à l'heure quand tu parlais de filière portugaise. On a parlé de la super recrue Vitinha. Pour moi, pour l'instant, le plus gros raté du début de saison, alors après, il n'a pas eu de chance, il y a eu des blessures, c'est Renato Sanchez. Voilà, parce qu'on attendait qu'il apporte la percussion du jeu offensif, le lien entre la défense, l'attaque, qu'il fasse beaucoup de bien, qu'on retrouve le joueur super talentueux qui a brillé à l'Euro avec le Portugal, qui a été parfois très bon à Lille ou au Bayern Munich. Pour l'instant, on a plutôt le joueur qui a été beaucoup blessé au Bayern Munich. Voilà, il est blessé. Quand il joue, on a l'impression qu'il a un peu peur, il tente pas trop. Alors est-ce que c'est devant, on lui met trop de pression, s'il perd la balle, il se fait critiquer, comme on disait juste avant. Voilà, mais en tout cas pour moi, voilà, c'est le joueur où j'attendais qui s'impose au final, au milieu de terrain, parce qu'il a clairement de quoi faire. Et pour l'instant, c'est un raté, même si j'espère qu'il y aura du mieux ensuite, notamment s'il peut enfin éviter les blessures. Moi, Renato, c'est vrai que personnellement, je trouve déjà c'est un très beau joueur. Il met un beau but aussi contre Auxerre. Quand il est critiqué, je crois il le redonne. Oui. Après, faut leur laisser un petit peu de temps. Après, ce que je dis toujours, je sais pas si les joueurs ils sont vraiment bien intégrés, parce que j'ai l'impression quand il y a un nouveau joueur qui arrive au PSG en milieu de terrain, on lui dit fais gaffe. Ici, c'est le niveau, tu vas remplacer Marco, tu vas remplacer un tel, ça joue comme ça, une touche, tu vas réussir. J'ai l'impression qu'on joue avec les grands quand on s'apprête d'aller jouer avec eux, on dit fais gaffe, ici c'est le haut niveau. Pour moi, Renato Sanchez, le mettre en flop, ça serait dur parce qu'il vient d'arriver, comme tu viens d'évoquer, il a des blessures, etc. C'est vrai qu'on attend plus de lui. Après, je pense que Christophe Galtier le connaît bien, Campos il le connaît bien, ils savent comment il faut le remettre sur le bon sentier. Je pense qu'il va montrer en deuxième partie de saison qu'il va faire le taf, j'en suis sûr, j'en suis persuadé. Voilà. Même si le mettre en flop, vu qu'il vient d'arriver, etc., c'est dur. Mais, c'est dur, mais c'est parce que sur ces 4 premiers mois, pour moi, voilà, c'est le joueur au milieu qui n'a pas vraiment existé. C'est pas Lille, le PSG. Ouais. Après, moi, je dirais que j'ai aucun flop pour le PSG sur cette première partie de saison, parce que je trouve que ça serait fort, et je suis assez d'accord avec ce que dit Laouni. Bon, les recrues, on leur laisse au moins 6 mois. Après, évidemment, Renato Sanchez, Carlos Soler, c'est des semi-flops quand même, parce que comme l'a dit Laouni, comme tu l'as dit aussi Nico tout à l'heure avec Paoletta, Paoletta, Soler, c'est vraiment un super joueur. Enfin, j'invite les gens à regarder, peut-être revoir des matchs de lui avec Valence et tout. Il a vraiment des qualités incroyables. C'est vraiment un très bon joueur. Alors évidemment, quand tu mets un Carlos Soler à côté d'un Neymar, c'est différent que quand il est à côté d'un autre joueur qu'il pouvait avoir avec lui à Valence. Évidemment qu'on brille pas de la même manière quand on a tous ces grands joueurs à côté de soi, mais Soler, j'ai bon espoir pour la deuxième partie de saison. Renato Sanchez, c'est un super joueur. Franchement, oui. Ça sera, je pense que s'il continue comme ça sera le gâchis, une carrière gâchée, quelque part, entre guillemets, bien évidemment, parce que ça reste quand même une belle carrière. Mais pour moi, il a un tel potentiel depuis longtemps, depuis qu'il est professionnel et qu'il joue au haut niveau, il a un sacré potentiel. Donc, pareil, j'ai bon espoir pour lui. Fabien Ruiz, ça avait commencé à être bon, c'était plus un espoir, mais il s'est blessé, donc maintenant on veut le revoir évidemment. Donc pour moi j'ai pas vraiment de flop, parce que même Ekitike, chaque fois qu'il est rentré, il a mis son énergie. Bon, la dernière fois on a parlé d'un clash avec Galtier, mais il a marqué son but, qui c'est qu'il va voir? Il va voir Galtier, il lui fait une bise. Voilà, c'est un peu le papa et son enfant, il l'a un petit peu repris, mais en même temps voilà, c'est ça aussi l'apprentissage. Donc quelque part j'ai pas de joueur. Si j'en avais dû en citer un, et je serais dur en le faisant, ça serait Pablo Sarabia. Je l'avais mis aussi. En parler si vous voulez, mais parce qu'en fait je trouve que ses entrées, pour lui qui est un joueur expérimenté, 30 ans, c'est pas l'avenir, etc. Je trouve qu'on voit trop la différence avec les autres, et on le voyait déjà à l'époque, quand il remplaçait Di Maria, on disait non mais non, ça va pas, c'est pas le même niveau. Après j'adore Sarabia, j'ai pas envie de le mettre en flop, je l'ai pas mis en flop parce que justement il est dans une équipe où il a pas pu jouer, quoi. Il a joué 400 minutes, comparé aux autres joueurs qui ont joué 1600 minutes, c'est normal que ça soit un peu plus compliqué. C'est pas non plus un joueur d'impact de dernière minute, ou qui va changer la physionomie d'un match. C'est un bagarreur, un travailleur, donc pas de flop pour lui non plus. Et j'ai oublié tout à l'heure, je le redis parce que comme ça j'aurais fini moi sur mes top et flop.
Gros top pour Christophe Galtier, Warren Zaïre-Emery sur les terrains, qui a presque un match, presque 90 minutes de temps de jeu et qui montre déjà de belles choses et je trouve ça bien parce qu'il a que 16 ans. Hein. Oui. Ah non. Vas-y, le futur monstre. Oui. Non. Oui. Après, sur les jeunes, moi, je suis plus en recul. Parce que je reviens sur le début de saison, la Salih Khalifi nous disait moins de bling-bling, on va acheter français, on va mettre en avant les jeunes. Ça, c'est pas vrai. Mais pour le reste, non, je suis d'accord avec ce que dit Arthur, notamment le petit jeune et Christophe Galtier qui vient de le lancer, 16 ans. J'espère qu'il va pouvoir en tout cas s'imposer dans l'équipe première parce que les jeunes qu'on a vus qui ont éclos au PSG, ils sont vite partis, on les a vite dégagés. J'espère qu'il va prendre du temps, qu'il va pouvoir s'épanouir dans l'équipe, grandir avec les joueurs, etc. Et pourquoi pas devenir dans le futur une pièce maîtresse au Paris Saint-Germain parce qu'on a un vrai centre de formation et pas de s'appuyer dessus et de voir par exemple Christopher Nkunku aujourd'hui qui est le meilleur buteur en Bundesliga. Moi ça me fait mal à la gorge, quoi. Ouais, j'aurais bien aimé qu'il reste. J'espère qu'on va pouvoir s'appuyer sur ces rudes gaillards qui ont un gros potentiel déjà à 16 ans d'être déjà en équipe première du PSG, mais c'est incroyable. Les gens ils s'en rendent pas compte, mais pour arriver déjà à ce niveau-là, c'est incroyable. J'espère juste qu'il va pouvoir, on va pouvoir lui donner en tout cas des billes, on va lui faire confiance et j'espère qu'il va pouvoir s'imposer en tout cas au PSG en équipe première, en équipe 1 le plus rapidement possible. Ouais, Zaïre-Emery, moi, à son âge, je commençais un petit peu à m'inquiéter du bac, hein, c'est tout. C'est une vie différente. Mais je trouve qu'il rejoint un peu Nuno Mendes, même si, bon, à 16 ans, évidemment qu'il a encore des choses à apprendre, mais quand il rentre, je me dis pas, ah bah, ce joueur, il a 16 ans. Je me dis, ah, ce joueur est quand même très très fort. Et il a pas peur avec le ballon, sous le pressing, hier soir. Alors, bien sûr, il rentre dans des matchs où le PSG mène déjà. Mais dès ses premiers matchs amicaux, ma fille a envie de participer à ce podcast. Voilà, Zaïre-Emery, je suis sûr que c'est un immense talent. Peut-être la relève de Verratti, si on compte sur les âges. Verratti, 30 ans, on va dire qu'il lui reste 4-5 ans, peut-être avant de commencer à faiblir. Dans 4-5 ans, Zaïre-Emery, je pense que c'est une référence en Europe. Donc voilà, je suis très confiant pour l'avenir. Je reviens juste très rapidement. Renato Sanchez, c'est pas le grand flop, je m'inquiète pas particulièrement pour lui sur la suite. C'est juste que voilà, sur ce début de saison où globalement tout va bien, il a du mal à exister. J'avais mis Sarabia aussi en petit, mais je te rejoins quand même, Arthur. Il n'a pas été catastrophique, mais c'est vrai qu'on le voit pas énormément. C'est un flop aussi pour lui, parce qu'il sort d'une saison où il joue beaucoup au Sporting Portugal. Il est un joueur important là-bas, et là, voilà, c'est une année un peu difficile pour lui. Il joue pas beaucoup. Quand il joue, c'est pas forcément des moments faciles. J'espérais quand même le voir un peu plus. Je trouve que sur les matchs amicaux, il se débrouillait bien, les appels, voilà, il y avait une certaine présence. Là, voilà, j'ai l'impression que quand il rentre, il est un petit peu perdu. Pour moi, c'est le joueur qui décroche un peu du PSG, alors qu'Ekitike est sur la bonne pente. Je trouve que quand il rentre, on le voit de plus en plus, il commence à être décisif. Sarabia, c'est peut-être le joueur qui décroche. Je sais pas trop ce que va être la suite pour lui. Mais si... Moi j'aime bien Sarabia. J'aime bien le joueur, mais j'ai l'impression que dans ce PSG, il n'arrive pas à... Et voilà, on sent qu'il n'arrive pas à tirer son épingle du jeu. Pareil aussi, on ne sent pas qu'il y a une osmose avec les autres. Après, je ne sais pas s'il utilisait à son beau poste. Au début de saison, en tout cas les matchs de préparation, il mettait but sur but à chaque fois qu'il jouait. Voilà, c'est Christophe Galtier va devoir régler ces problèmes-là, parce que mine de rien, Sarabia, pour moi, c'est un top joueur. C'est un vrai plus dans l'équipe, mais voilà, ces joueurs-là, il faut essayer de les accorder tous ensemble. Et essayer, comme je dis, de tirer le maximum de leur capacité pour aller plus haut. Et c'est son taf à Christophe de gérer tout ça. J'espère que Galtier va pouvoir l'incorporer bien dans l'équipe et le mettre dans les meilleures dispositions, peut-être en reprise de deuxième partie de saison, s'il y a des blessés avec le mondial et que lui, il joue le mondial aussi. Il peut en faire partie en plus. Peut-être ça lui fera du bien, hein. C'est peut-être la meilleure chose pour le relancer. Donc on va regarder attentivement tout ça, en tout cas, ça c'est clair. Arthur, je sais pas si tu veux rajouter le dernier. Je pense qu'on a fait le tour, mais après, ici on n'a pas cité, voilà, donc je vais faire en simple. Gros big up à Nordi Mukiele, je trouve que c'est le joueur qui monte en puissance aussi depuis voilà, sur les derniers matchs. C'était pas facile parce que il a été un peu critiqué à droite, on disait que c'était pas bon, dans l'axe on se disait que ça va être compliqué avec tous les joueurs qu'il y a, mais finalement il est là, il fait ses matchs, hein. C'est le remplaçant, un des remplaçants qui joue le plus, on va dire, une des recrues aussi qui a le plus joué aussi depuis le début de saison.
Ouais, je le trouve encourageant et je pense qu'il va faire du bien en deuxième partie de saison. Et puis je vous laisse peut-être le mot de la fin. Voilà, on a le seul qu'on a oublié, je crois, Presnel Kimpembe. Voilà, et je quitte la vidéo. Ah, Ah, c'est pas gentil ça. Ah, c'est non, pas gentil ça. mais avec Kimpembe, ça va. C'est vrai que je l'ai oublié, mais je trouve que le fait qu'on l'oublie, et il faudra qu'on finisse, c'est peut-être la vidéo la plus longue de l'histoire de la chaîne, mais Kimpembe, le fait qu'on ait pu l'oublier, ça montre que c'est un flop de cette première partie de saison, mais il est entre guillemets pour rien, c'est qu'il a été blessé, voilà, on l'a quasiment pas vu. D'ailleurs, il loupe la Coupe du Monde, c'est peut-être le plus terrible de la première partie de saison du PSG. Voilà, il a quasiment pas joué. Il est blessé depuis le 10 septembre, ça, contre Brest. Enfin, il est revenu 2 fois brièvement. Il est toujours pas là. Voilà. Je peux pas non plus en faire beaucoup. Je suis désolé, Arthur, si t'es espéré beaucoup de choses. J'ai pas grand chose à lui reprocher. Alors, elle a pas été excellent quand il a joué, mais avec ses blessures, voilà, il va louper la Coupe du Monde. On peut que, pour moi, lui souhaiter du courage et de réussir à se relancer. Exact. Ouais, je suis pareil, Presnel, moi j'ai rien à dire. On évite la patate chaude, c'est bon. Ouais, voilà. C'est un gars de chez nous, c'est un Chichi. Mais c'est que, à un moment donné, il savait pas s'il fallait rester, s'il fallait continuer, s'il fallait partir ou pas. Aujourd'hui, voilà, il continue avec le Paris Saint-Germain, je suis très content qu'il est là. Comme tout joueur, voilà, il y a des saisons où ça va bien, il y a d'autres, ça va un peu moins bien. Il y a des problèmes, il y a des pépins physiques, je le souhaite juste de retrouver le niveau qu'il pouvait avoir et qu'il soit disponible pour la deuxième partie de saison aussi avec nous. Ouais, c'est ce qu'on peut lui souhaiter, même si, attention, la concurrence avec Danilo, ça va pas forcément être facile de revenir. Mais bon, on va pas se lancer maintenant dans les projections, il y a beaucoup de mots avant ça. Là, on a déjà fait une vidéo bien remplie, il y a ma fille qui s'énerve parce qu'elle a des choses à dire, mais elle arrive pas à l'exprimer, il va falloir donc se quitter là-dessus. Merci à tous ceux qui sont encore là après, voilà, les grands thèmes, Mbappé, Donnarumma, top, flop. Pardon, bien sûr, donnez dans les commentaires, voilà, s'il y a des joueurs, on n'a pas évoqué, si vous êtes d'accord, pas d'accord, on sera à l'écoute. Ma petite est énervée, je laisse à Arthur, voilà, d'ailleurs merci, je dis merci à Arthur, à Laouni, merci à Guinaï pour le montage, je vous laisse dire au revoir très vite pendant que je calme ma petite, parce que c'est compliqué à la baisser. Ouais, merci à tous, merci à tous les deux, c'était bien cool. Peut-être une prochaine vidéo pour se projeter sur l'équipe type de la deuxième partie de saison contre le Bayern et tout, comme ça permettra d'éclaircir un peu nos tops et flops et puis de voir quelle équipe nous on a préféré aussi même dans le dispositif tactique, on va dire, et avec les joueurs, ça pourrait être intéressant. En tout cas, merci à tous les deux et puis Écoutez, pareil, hein, toujours un super cool de débriefer avec vous l'actualité du Paris Saint-Germain. Nico, Arthur, la bande Paris fans et tous ceux qui sont dans l'ombre qu'on voit pas. Voilà, bisous à tout le monde, aux abonnés. Et en espérant vivre une bonne Coupe du Monde. Allez les Bleus quand même. Et puis, deuxième partie de saison avec impatience. On sera au rendez-vous, je l'espère. Ah, alors je remarque l'inévitable Arthur, je laisse 5 secondes, il lance des concepts, excellent concept au passage. Il faut vraiment y aller, merci à vous, à très bientôt sur cette chaîne. Au revoir. salut à tous les